on va commencer. Bonjour à toutes et tous. C'est vrai, déjà, merci pour la partie opérationnelle de ce webinaire. Je te remercie, Laura, d'être à cette et l'AMGN. Alors, merci aussi à vous qui êtes présents et qui vous allez passer ce moment de partage avec nous et pour l'intérêt que vous allez porter pour cette thématique. Alors, c'est vrai que cette période particulière qui est vécue par les uns et les autres différemment n'est pas toujours facile. Elle a quand même le mérite de susciter en nous le goût de la créativité. On disait souvent, tenez bon, disait souvent ma grand-mère. Pour la présentation, donc je vais présenter le cadre de cette rencontre mutuelle. C'est une rencontre qui est revisitée et dématérialisée sur l'ensemble des régions de France. C'est un moment aussi fort et privilégié pour toutes et tous, élus, militants ou mutualistes. C'est aussi une manière pour la MGN de faire un arrêt sur image, d'échanger et de s'interroger sur des enjeux de société d'avenir et aussi d'entendre ses adhérents mutualistes. Se projeter dans l'avenir est une des priorités qui conforte les pratiques de mutuelles responsables et engagées. Avant de démarrer ce webinaire, nous allons entendre les mots de Roland Bertillier, notre président du groupe MGN. Donc, à toi, Laura, pour la vidéo. Chers amis, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir accepté d'assister à ces rencontres mutuelles et d'y participer si vous le souhaitez. Ces rencontres se tiennent à distance, la situation oblige, bien sûr. Nous savons qu'elle vous a touché, cette crise sanitaire, et nous essayons de le prendre en compte et de nous organiser en conséquence. Et j'espère toutefois que nous aurons bien sûr l'occasion très vite de nous retrouver dans des conditions beaucoup plus traditionnelles avec davantage de convivialité. Les thèmes qui vous seront exposés aujourd'hui et qui vous inviteront à la discussion et à l'échange sont en correspondance avec des sujets que vous connaissez, des sujets qui vous sont chers. Ces sujets sont liés à notre quotidien, à notre santé, à notre environnement. L'ambition de cette rencontre est également d'avoir des liens entre nous, des liens entre vous surtout, des liens entre vous et nous. Nos partenaires, qu'ils soient nouveaux ou de longue date, ont accepté de contribuer à ces rencontres avec leurs compétences, avec leurs envies d'échanger avec nous. Je les en remercie de tout cœur. La MGEN, votre mutuelle, se porte bien. Elle se porte bien parce qu'elle est attentive et elle se porte bien grâce à vous. Ces sections départementales, ces espaces mutuels, ces centres de contact sont en relation. Ces établissements sanitaires et sociaux font le travail sur le terrain. Et aujourd'hui, 93% des adhérents font confiance à la MGEN. Je tiens enfin tout particulièrement à remercier les militantes et les militants, les correspondantes et les correspondants, les salariés qui font que ces rencontres mutuelles peuvent se tenir. Je les en remercie vivement. Je vous souhaite de fructueux débats. Merci. Alors, c'est vrai que après avoir entendu les mots du président, aujourd'hui, nous avons fait le choix d'orienter notre réflexion sur une des thématiques de l'AMGN, thématique forte en cette période difficile, santé et environnement. On nous demande d'être acteurs de notre santé. Donc, ce sera les vertus de la pharmacopée caribéenne. Alors, d'abord, les consignes. Vous aurez tout au long de ce webinaire les questions. Vous allez les mettre sur le fil de discussion. Donc, pour cela, Madame la déléguée Célia Paulin va recenser l'ensemble des questions. L'animatrice en chef, vice-présidente de déléguée NGN, Madame Tico Monica, qui va servir d'animateur ou d'animatrice. D'abord, présentation des invités, puisque c'est avec ces invités que nous allons commencer cette belle aventure. Madame Sylvestre et Monsieur Lombion. D'abord, Monsieur Lombion, ingénieur agronome, botaniste et amoureux des plantes, qui nous parlera des origines de la pharmacopée dans nos régions, ses débuts, ses enjeux, les incidences et son exigence au niveau de la pharmacopée, les plantes et l'homme, une grande histoire d'amour à travers l'histoire, les vertus des plantes dans l'habitat, mythes ou croyances, et bien sûr quelques recommandations, les limites et les perspectives. Madame Sylvestre, elle, experte en plantes médicinales, BAT thérapeute, donc elle va nous expliquer ce que c'est, héritière d'un savoir-faire.
va plonger certains d'entre nous dans notre enfance et nous expliquer de manière pratico-pratique les vertus de cette plante. Il ne s'agit pas de donner des recettes toutes faites, mais nous aider à comprendre les éléments de base, d'action et de combinaison des plantes. L'occasion sera donnée de définir quelques termes avec vous. À son arc aussi, en tant que bac-thérapeute, elle va nous expliquer en quoi le bain de, j'ai mis entre guillemets, feuillage peut nous aider à soulager nos maux, MAUX, et peut-être quelques mots prononcés, MOT, pour activer le pouvoir de certaines plantes. Cette période difficile que nous vivons, nous nous accrochons à la moindre solution aux idées reçues. Effet de mode, effet d'opposition entre la tradition et le modernisme, la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Notre biodiversité caribéenne font que les plantes ont été et sont toujours le compagnon avisé et bienveillant, le support de mémoire de nos grands et à travers l'histoire qui est la nôtre, à surmonter nos maux. Je laisse donc la parole à M. Lombion et puis Mme Sylvestre enchaînera. Je vous remercie de votre attention et bonne rencontre mutuelle. Bonsoir à tous. Et bonsoir à tous les mutualistes et les non-mutualistes, futurs mutualistes, qui participent à ce webinaire. Alors, nous allons nous entretenir pendant ce temps d'échange sur les vertus de la pharmacopée modernaire caribéenne. Alors, antillaise concerne bien sûr la Martinique et la Guadeloupe, mais nous avons pensé que plus largement, ça intéressait l'ensemble du bassin caribéen. Alors, la pharmacopée. La pharmacopée concerne, au recense, si vous voulez, l'ensemble des plantes qui ont des vertus thérapeutiques, mais aussi concernent les substances d'origine minérale ou d'origine animale qui ont aussi des vertus thérapeutiques. Aujourd'hui, nous allons donc nous consacrer à plutôt explorer les plantes qui ont des vertus thérapeutiques et qui sont utilisées dans notre bassin caribéen. Alors, j'aime bien raconter des histoires de plantes et c'est vrai que les plantes que nous utilisons dans notre pharmacopée ont toute une histoire et parfois viennent de très loin. Alors, je vais d'abord donc brosser rapidement une petite histoire de cette pharmacopée caribéenne. Ensuite, nous allons évoquer donc les traits principaux, les caractéristiques de cette pharmacopée, évoquer l'importance de connaître les plantes médicinales, et on va expliquer pourquoi il faut bien les connaître. Et ensuite, je vais illustrer par quelques exemples et mettre en perspective un peu le développement de cette pharmacopée dans notre bassin caribéen. La pharmacopée caribéenne est issue d'apports divers. C'est-à-dire que nous héritons des apports de cultures diverses, d'Amérique, avec les apports amérindiens, le jardin amérindien qu'on appelait les chalis. Et c'est de la protoculture dans lequel on trouvait donc des plantes alimentaires et médicinales, et parfois des médicinales alimentaires, des alicaments. L'héritage africain, avec donc le commerce triangulaire qui a donc transplanté des espèces d'Afrique jusqu'outre-Atlantique chez nous. Des jardins européens, notamment les jardins de curés, qui étaient riches en plantes médicinales, et donc on reproduisait souvent aussi ces jardins dans nos contrées. Et bien sûr, les jardins créoles qui sont issus justement de ces apports des Amériques, de l'Afrique et de l'Europe. Ces jardins créoles qui étaient soit les jardins de nègres, les jardins à nègres, les jardins vivriers, les jardins d'habitation, et les jardins médicinaux aussi. Souvent dans les habitations, il y avait un jardin, un monde l'hôpital, comme on disait, les jardins soigneurs, et bien sûr les jardins de maîtres qui étaient des jardins très élaborés et qui s'inspiraient justement un peu de la culture du maître qui venait souvent d'Europe ou d'autres contrées ou d'Espagne d'ailleurs. Donc voilà un peu, si vous voulez, les origines de
dont nous héritons et qui a donné cette pharmacopée caribéenne. La diapo suivante. Donc, je disais que le commerce triangulaire de la traite a permis cette diffusion de plantes cultivées et de plantes souvent associées aux cultures, aux grandes cultures. Hein. On appelle ça des mauvaises herbes, souvent des rudérales. Ce sont des plantes qui arrivaient avec les cultures et ce sont des plantes à usage médicinal. Et dans ce cortège d'espèces, on trouve une majorité de plantes d'origine américaine. Alors, ces pratiques de la phytothérapie se retrouvent un peu partout, là, partout où il y a les hommes, partout dans chaque environnement. Ces pratiques sont différentes pour chacune de leurs composantes, qu'elles soient européennes, qu'elles soient amérindiennes, africaines ou asiatiques. Et donc, vous voyez sur la diapo ici que la majeure partie des espèces concernées sont d'origine américaine, c'est le trait vert qui est là. Ensuite, vous avez donc des espèces d'origine asiatique et après les espèces européennes et d'origine africaine et d'autres d'origine indéterminée. Donc, voilà rapidement brossé un peu l'origine de ces différentes espèces et qui sont arrivées donc par les biais dont je disais, mais les premiers écrits même concernant ces plantes médicinales vont être réalisés par des naturalistes, par souvent des personnes, des missionnaires qui arrivaient dans nos contrées et qui commençaient à s'intéresser à décrire ces espèces médicinales, notamment au niveau botanique et au niveau scientifique. Donc, le côté thérapeutique même viendra bien après. La diapo suivante. Voilà. Donc, il y a deux approches. Donc, la majeure partie des informations qui étaient apportées au départ concernaient donc la description de ces espèces, des connaissances botaniques. Le volet thérapeutique arrive bien après. Et donc, je vais vous exposer disons, les éléments principaux concernant ces aspects historiques-là. Alors, l'un des premiers ouvrages à vocation médicale qui représente la flore des Antilles est écrit par Charles Plumier. Alors, qui c'est Charles Plumier? C'est donc un botaniste qui va venir en voyage diplomatique dans les Caraïbes et il est au service de l'Académie des sciences et il est accompagné d'un médecin qui va lui-même être disons, financé, nommé par un intendant de la marine qui s'appelle Bégon. Alors, pourquoi je cite ces deux noms? Charles Plumier, en réalité, va donner son nom à une plante que vous connaissez qui s'appelle le frangipanier. Le frangipanier s'appelle Plumiera. Alors, il y a rubra ou alba, et ce nom de Jean est lié au nom de Charles Plumier, donc, qui est un voyageur diplomate qui travaillait pour l'Académie des sciences notamment. Et j'ai parlé également de Bégon. Bégon, lui, va être nommé par l'intendant des marines et il va donc financer la mission de quelqu'un qui accompagnait Charles Plumier. Et ce monsieur Bégon, qui va, en hommage à monsieur Bégon, on va nommer également une plante américaine que vous connaissez bien qui s'appelle le bégonia. On voyait que souvent, hein, c'est les noms des plantes pour rendre hommage parfois à un illustre botaniste ou à un illustre naturaliste. Ces plantes vont être nommées scientifiquement avec le nom de ces personnes-là. Et donc, il y a Charles Plumier, il y a Swartz, il y a de Tissac, hein, qui sont des grands noms, des pionniers de la phytothérapie locale. Et il y a surtout aussi Descourtils. Alors, Descourtils, lui, il va travailler surtout à Saint-Domingue. Saint-Domingue était bien sûr une des fleurons, hein, parmi les colonies françaises. Saint-Domingue, qui est l'actuel Haïti, séparé entre donc, la République dominicaine et Haïti, mais c'était une seule île, Saint-Domingue, gérée, je veux dire, politiquement par la France. Et ensuite, il y a eu des négociations avec l'Espagne, une séparation, puis une indépendance. Mais Saint-Domingue, donc, Descourtils mène un gros travail d'inventaire de la flore médicinale à Saint-Domingue. Et une anecdote intéressante, c'est que en 1802, il devra donc subir un peu les affres de la Révolution haïtienne. Et étant sur place même, il va être coopté ou engagé comme médecin un peu de l'armée noire par Dessalines, qui est un
soldat aussi révolutionnaire hein, de l'armée noire de Saint-Domingue. Et donc, il va réussir quand même à s'enfuir lors d'une bataille très connue aussi historiquement, qui est la bataille de la Crête-Attéro à Saint-Domingue. Voilà, alors des Costis, je voulais quand même dire quelques mots là-dessus. Ensuite, il y a donc le père Louis Quentin, le docteur Cabre, voilà, qui a beaucoup travaillé notamment en Basse-Terre. Le père Dus, lui, va donc élaborer la flore phanérogamie des Antilles françaises en 1896, mais ce travail va être élaboré surtout à partir des documents qu'il va trouver au Jardin botanique de Saint-Pierre. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'avant l'éruption de la montagne Pelée, Saint-Pierre avait un grand jardin qui est un jardin d'acclimatation qui travaillait en relation avec les jardins de la Caraïbe, notamment Saint-Vincent, le jardin botanique de Basse-Terre, hein, qui était aussi un jardin d'acclimatation, et le Muséum d'histoire naturelle donc, à Paris. Et donc, c'est à partir de ce travail colossal qu'il a mené à partir des documents du jardin botanique de Saint-Pierre en Martinique, que la flore que vous connaissez peut-être qu'il a élaborée va servir également à la connaissance de ces espèces que l'on trouve en Guadeloupe et en Martinique. Alors, Mazet aussi, c'est un commissaire de la marine, va élaborer un travail important sur cette flore-là. Et enfin, sur cette première phase, il y a surtout les travaux de Madeleine Henri Stellé, qui arrive aux années 30 en Guadeloupe, et qui va estimer que justement il y avait un déficit de connaissance de cette flore de nos îles, et qui va s'y consacrer avec donc Madeleine, Henri et Madeleine, et produire quelques ouvrages, notamment le manuel des plantes médicinales coloniales et exotiques, une étude des plantes des colonies françaises, et bien d'autres ouvrages encore qui vont servir d'ailleurs, parce que M. Stellé a été à l'origine de la création de l'Institut national de la recherche agronomique hein, en Guadeloupe, et qui donc, ces ouvrages vont servir à élaborer d'autres ouvrages, notamment les travaux du feu Jacques Fournet, récemment décédé, qui est la flore que nous utilisons aujourd'hui en Guadeloupe pour pouvoir reconnaître les espèces de notre archipel. Diapo suivante. Et puis nous arrivons donc aux années 80. Il y a l'ouvrage du docteur Zamor qui volumineux, très important, qui recensait donc bon nombre d'espèces de nos territoires, avec beaucoup disons, de déformations collectées quant à l'usage de ces espèces, de ces plantes-là. Harry Hébon également a produit quelques opus et quelques ouvrages. En Martinique, il y avait un petit ouvrage produit par Madame Beuz. Et puis, il y a de nombreuses initiatives locales et militantes qui ont commencé à prendre conscience un peu de l'importance des espèces, on disait, donc, indigènes, hein, autochtones. Et c'est en même temps aussi qu'au niveau national se réveille l'intérêt pour l'autochtonie. On commence à reconnaître les espèces et la culture même, notamment en Guyane, en Calédonie, peut-être moins chez nous. D'ailleurs, ça a des conséquences sur le problème de la prise en compte de la biodiversité dans le débat qui s'est instauré par la suite. Voilà, donc il y a toute une dynamique qui se crée à ce niveau-là, quant à l'intérêt de ces plantes médicinales. Il y a le jardin médicinal de l'habitation Murat qui va se créer. Alors, ce jardin, il recense les savoirs naturalistes. Donc lui, il ne fait que recenser les connaissances locales liées aux plantes médicinales. Et il va être inséré, il va être intégré à l'habitation Murat dans le cadre de l'écomusée de Marie-Galante. Donc, c'est une dynamique qui se met en place aux années 80, diapo suivante, et qui va donc aboutir à 1984, où les travaux du groupe Tramil commencent à se mettre en place. Alors, Tramil, c'est quoi? Ça veut dire médecine des îles, médecine traditionnelle des îles, en français. Et donc, ce sont des chercheurs de la Caraïbe, de l'Amérique latine, avec la collaboration de chercheurs également européens, qui vont donc se pencher sur l'étude scientifique des plantes traditionnellement utilisées par les populations de nos îles, de façon à valoriser cette pharmacopée, mais avec des bases scientifiques. Et c'est ainsi que les premiers travaux ont été menés
notamment à Saint-Domingue et en Haïti, à partir d'études, d'enquêtes pharmacologiques qui ont été donc menées. Ensuite, dans d'autres îles de la Caraïbe, ça a été plus de 11 000 familles qui ont été donc enquêtées de façon à pouvoir connaître d'une part les affections, les pathologies, et ensuite les espèces utilisées pour pouvoir traiter ces affections. Et c'est ainsi que la première pharmacopée a été éditée. Et depuis, donc, il y a eu une série d'éditions au fil, disons, de l'amélioration des connaissances de ces espèces-là. Donc, les pharmacopées donc, sont éditées, sont mises à jour. Donc, c'est un travail extrêmement important qui a permis à beaucoup de pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine de commencer à valoriser dans leur système de santé ces espèces médicinales que nous avons ici. Et je parlerai plus tard, effectivement, d'ailleurs, du travail mené par certains chercheurs de Guadeloupe pour pouvoir reconnaître également dans notre ensemble national les espèces médicinales de Guadeloupe. Alors, se crée également aux années 90 le jardin médicinal du parc paysager de Petit-Canal, c'est le deuxième, après celui de Marie-Galante. Alors lui, il a une vocation plus orientée tramile, il ne recense pas les savoirs naturalistes simplement, il y a un choix d'espèces qui est fait, une quarantaine d'espèces, à partir des connaissances des travaux menés par les chercheurs de Tramil. Donc, il s'agit d'apporter une information au public, puisque c'est un parc offert au public, donc une information assez juste à partir des connaissances traditionnelles, apporter l'éclairage scientifique de façon à valider l'usage de certaines plantes, comme Tramil l'indique, ou encore invalider certains usages. C'est la meilleure façon de pouvoir perpétuer justement ces savoirs et cette culture des plantes médicinales. Alors, les travaux scientifiques sont menés donc par différents chercheurs de la Caraïbe et chez nous également, et de façon à pouvoir arriver à faire reconnaître ces espèces médicinales de la pharmacopée locale par le ministère de la Santé. Alors, ce sont des travaux menés par le docteur Henri Joseph, le professeur Bourgeois, le professeur Porté-Cope, Marie-Gustave, et avec l'aide d'une avocate de renom qui est Isabelle Robard. Et ces travaux vont aboutir à la reconnaissance de quelques dizaines d'espèces de notre flore dans la pharmacopée française. Merci, M. Lombion, pour ce retour sur l'histoire de nos jardins. À travers tout ce que vous venez de nous dire, on se rend compte que nos jardins, en fait, sont le résultat des apports de tous les peuples qui ont habité progressivement nos régions. On se rend compte aussi qu'il y a une importante transmission orale qu'il y a eu tout au long de ces années. Il y a eu aussi un certain tournant où on a commencé à reconnaître nos plantes médicinales, où des recherches se sont mises en place, des études se sont mises en place. Donc, avec une grande avancée, où notre pharmacopée a été reconnue. Mais j'ai envie de vous dire, la science s'en mêle. La transmission intergénérationnelle s'arrête? Alors, ça ne s'arrête pas puisque, au contraire, je pense que le fait qu'il y ait cet apport scientifique vient conforter l'usage des espèces médicinales locales, vient conforter la tradition. C'est tout l'intérêt en fait des travaux de Tramil et des travaux des chercheurs. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de perpétuer l'usage, perpétuer les savoirs, mais avec cette fois-ci des bases scientifiques. Et toute l'innovation, c'est lié à ça, en fait. C'est-à-dire qu'on apporte un éclairage scientifique pour pouvoir permettre aux gens d'utiliser sans danger leurs plantes et rester dans leur tradition. Et lorsqu'il y a effectivement problème, on va dire aux gens, attention, on avait un usage traditionnel, mais on reconnaît aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui que telle plante peut causer tel problème, et donc il faut éviter d'utiliser certaines espèces. Et c'est ça l'intérêt de Tramil, c'est-à-dire que Tramil a vraiment voulu, il ne faut pas oublier que dans beaucoup de nos îles, le seul recours des gens, il s'agit des plantes médicinales. Il n'y a pas de médecin à côté, il n'y a pas forcément de médecine conventionnelle, et donc très souvent, les gens n'avaient comme recours que les plantes médicinales à côté de leur maison. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir essayer
de favoriser cette médecine populaire, mais avec les connaissances scientifiques. Voilà. Et c'est là que ça a créé une dynamique au niveau de beaucoup de pays de la Caraïbe qui, à l'issue justement de cette étude toxicologique, des essais cliniques, ont commencé à utiliser dans leur système de santé ces plantes médicinales. Et donc, ça, c'est une avancée extraordinaire pour la Caraïbe. Voilà. Alors, pour finir sur ce volet-là, avec donc Lucien Degras, feu de Lucien Degras, le docteur Henri-Joseph et moi-même, donc nous avons entamé la création de jardins à but thérapeutique. Le premier a été créé au Centre immunologique du Rézé. Il était censé être transféré au nouveau centre, à Palais-Royal. Je ne sais pas si ça a été le cas. Et nous avons eu l'occasion de créer également un jardin à but thérapeutique à l'EHPAD du Lamentin, parce que ces jardins, on a constaté que les jardins au sein des organisations de santé avaient un impact très important, très positif sur les malades. Et même aussi, on sait que pour certaines pathologies, notamment la maladie d'Alzheimer, le fait de pratiquer l'éveil sensoriel, le fait de mobiliser la mémoire et voilà, tout ce qui est cognitif, c'est intéressant au niveau de la santé des personnes. Donc, je pense qu'on va continuer ce travail de création de jardins à but thérapeutique, puisque il ne faut pas oublier que d'autres populations à garder, et on me faisait la remarque par rapport à la Caraïbe, il y a un engouement et un intérêt certain en Guadeloupe par rapport aux plantes médicinales. Bien. Donc, on se rend compte, alors, quand on regarde cette dernière diapo, effectivement, donc le jardin médicinal, centre gérontologique, EHPAD, c'est quand même nos aînés. Effectivement, nos aînés savaient utiliser les plantes, connaissaient les vertus des plantes. Certains faisaient même leur métier à l'époque. Je me souviens des marchands de feuillage qu'on trouve encore d'ailleurs sur nos marchés locaux. Ils connaissaient toutes les vertus des plantes, mais notre pharmacopée a des caractéristiques qui lui sont bien propres. Vous nous en parlez? Tout à fait. Alors, cette pharmacopée, elle a son identité. Elle a son identité et je vais, pour en parler, faire appel à des notions qui sont propres justement à cette pharmacopée. Oui, on peut passer à la diapo suivante. Oui, diapo suivante. Puisqu'il s'agit de la pharmacopée d'une société plurielle. Nous avons vu les apports différents d'Afrique, d'Asie, d'Europe. Donc, il s'agit d'une société plurielle. Et donc, qui a créé sa propre vision du corps, son propre rapport au corps, sa propre vision, j'allais dire, humorale du corps. C'est une société qui a créé également une classification, notamment une échelle des chaleurs. Notre pharmacopée est basée sur les notions de chaud et de froid. Alors, elle est fondée sur ces notions de chaud et de froid parce qu'il s'agit de représentations ou de pratiques qui sont familiales, quotidiennes, et qui vont classer justement les aliments. On va considérer tel aliment bon pour le corps ou mauvais pour le corps à un moment donné de la journée, par exemple, qui va classer les plantes. Et ça va, disons, impliquer des interdits, voire des prescriptions particulières. Lorsqu'on parle dans notre pharmacopée de refroidissement, ou encore il y a un autre mot, à part le refroidissement que l'on utilise très souvent, qui est le mot de l'inflammation. Voilà, le refroidissement fait appel à des notions de froid en réalité. Donc, lorsque le corps va être exposé à des situations de basse température, il peut donc manifester un certain désordre. Et c'est ce qui va provoquer ce qu'on va appeler parfois chez nous la pyrésie. Alors, en créole, les termes de créole, c'est pyrésie, on peut parler on parle de phlegme également, et donc c'est lié à la grippe, au rhume. Et cette
situation est liée à un problème de foie. Alors souvent on vous disait, il ne faut pas aller dans le réfrigérateur à telle heure parce qu'effectivement, ou encore ne pas ouvrir le réfrigérateur parce qu'on risque de prendre froid. Ça peut même être lié aussi au sol, hein. Donc un sol froid peut poser problème. Donc la notion de chaud et de froid est la base en fait de cette pharmacopée. Alors, d'où viennent ces notions, ces représentations? Est-ce de la médecine hippocratique? Vous savez que tous les pharmaciens passent le serment d'Hippocrate. Est-ce que ça vient également, puisque les Mayas aussi, on voit que chez les Amérindiens, on trouve ces notions de chaud et de froid. Alors, qui a emprunté à qui, ça je ne saurais vous dire, mais ça remonte à très loin. Et donc, quand on parle de l'inflammation, par contre, il s'agit effectivement de coups de chaud, en quelque sorte. Et là, ça peut provoquer également, ce sont des désordres qui peuvent être liés à des désordres urinaires, à des infections quelconques qui vont provoquer ces inflammations. Donc, tout tourne autour de ces notions de chaud et de froid. Et donc, l'équilibre, en fait, la santé, c'est l'équilibre entre les deux, le chaud et le froid. Donc, ces notions-là, disons, existent, sont vécues quotidiennement. Même quand on consomme certains fruits chez nous, on nous dit de ne pas manger tel fruit à telle heure de la journée, c'est parce qu'on estime que le corps est chaud. Donc, c'est vraiment un problème, si vous voulez, de considération humorale et un problème d'échelle des chaleurs. Donc, nous avons notre forme de classification, justement, des aliments, des plantes, ou encore des activités de la journée, en fonction de ces critères de chaud et de froid. Donc, d'où l'importance, M. Longuillon, de connaître les plantes, de connaître les vertus, leurs caractéristiques, en tout cas la connaissance de nos plantes médicinales est importante. Alors, une personne lambda qui voudrait s'intéresser aux plantes, peut-être les utiliser, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit connaître? Il est important qu'elle apprenne ou qu'elle sache identifier la plante. La première des choses, c'est bien identifier la plante. Parce qu'une erreur d'identification peut avoir des conséquences graves au niveau de l'usage, au niveau de la santé des gens, comme un médicament. Si on se trompe effectivement dans la prise d'un médicament, on peut avoir des conséquences dommageables pour la santé. Donc, j'insiste sur le fait de la connaissance des espèces et l'intérêt de bien identifier les plantes. Je prends un exemple parmi celles qui sont présentes ici. Il y a une qui s'appelle la guimauve. La guimauve, nom scientifique, alors toutes les plantes pour les néophytes ont toujours donc un nom vernaculaire, on peut dire un nom en créole, un nom savane, un nom local, mais il peut avoir plusieurs noms vernaculaires pour la même plante. Par exemple, la guimauve, qu'on appelle guimauve en créole, il y a déjà deux guimauves, grand guimauve et petit guimauve. Mais cette même guimauve est appelée aussi fleurie Noël, parce que cette plante-là fleurit en décembre, à la Noël. Donc ça fleurit en jours courts. Alors attention, il y a deux fleuries Noël. Il y a le fleurie Noël, effectivement, qui ressemble un peu au poinsettia et qui est tout blanc, voilà. Et donc, c'est une plante de jour court, puisque ça fleurit en décembre également. C'est pas celle-là, mais c'est l'autre, effectivement, qu'on voit dans les campagnes. On trouve cette plante qui, voilà, qui embaume et qui fleurit à Noël. C'est l'eupatorium. Cet eupatorium est appelé aussi, alors, guimauve. Il y a un autre nom, je n'ai pas le nom en tête, mais il y a plusieurs noms qui désignent au niveau vernaculaire cette plante, cette guimauve. Alors, en Haïti, cette plante s'appelle aussi l'anguichat. C'est la même plante et qui est très populaire en Saint-Domingue en Haïti. Et cet Eupatorium odoratum, dont j'ai parlé du nom vernaculaire, maintenant le nom de genre, il s'agit du genre Eupatorium et le nom d'espèce Odoratum. C'est une plante qui est utilisée pour différentes affections, mais en pharmacie, chez l'herboriste, vous allez trouver de la guimauve. Mais cette guimauve, elle est européenne, parce que dans nos pharmacies, on ne trouve pas de la guimauve locale. Et donc, ça peut prêter à confusion. La personne qui va en pharmacie demande de la guimauve n'aura pas de l'eupatorium, aura une plante européenne et qui n'a rien à voir avec cette guimauve locale. D'où l'intérêt de bien identifier les plantes. Alors, vous avez donc d'autres espèces ici, la petite Véronique, qui est le Bacopa monieri, qui est une plante qui nous vient d'Asie, mais quand vous allez vous balader dans les zones humides de la Grande Terre, dans les zones marécageuses, cette plante tapisse le sol très souvent, elle fait toutes petites fleurs bleues,
et on l'appelle thé véronique. Voilà une plante qui est très utilisée, notamment en médecine ayurvédique, et qui est également maintenant aujourd'hui dans la pharmacopée et dans les magasins spécialisés qui vendent voilà, des plantes médicinales ou des substances, des teintures à base de plantes médicinales. Voilà une autre espèce que je voudrais présenter, c'est le mangle-médaille. Une espèce d'ozonimide également, qui s'appelle le Pterocarpus officinalis, qu'on appelle mangle-médaille parce que le fruit est aplati et rappelle un peu une médaille. C'est une plante qui occupe la zone marécageuse, qui est quasiment dominante dans cette zone marécageuse, et qui est très intéressante parce que historiquement, cette plante a produit une résine de couleur rouge sang, et qui a été donc appelée sang du dragon ou sang dragon. Il faut savoir que ces résines étaient très commercialisées, très utilisées en Europe auparavant et étaient exportées. Donc, lorsque les premiers colons sont arrivés et ils ont trouvé cette résine-là, exploitée déjà par les locaux, ils ont trouvé bon de l'exporter en France parce qu'il y avait une exploitation telle de ces résines, notamment au niveau des Canaries, au niveau de la Méditerranée, qu'il venait à manquer la résine initiale, en fait, originelle, qui était celle d'un dracéna qu'on utilisait notamment en Espagne. Et donc, les Espagnols avaient quasiment essayé d'avoir le monopole sur ces résines de dragon. Et donc, ça a été super exploité. C'est une espèce qu'aujourd'hui, que nous replantons dans les zones humides de grandes terres, notamment au niveau de la zone marécageuse, de façon à pouvoir restaurer ces forêts marécageuses qui, aujourd'hui, sont menacées parce que elles ne jouent plus vraiment, ces forêts, le rôle de tampon par rapport aux risques que présentent notamment les risques de tsunami et autres par rapport aux espaces terrestres. Autre espèce qui est d'ailleurs dans l'environnement de la MGEN, hein, c'est le Cassia fistula, CAS. Tous les enfants ont connu dans les maisons, dans les cases, une gousse cylindrique allongée qu'on appelle CAS, qui était très utilisée notamment pour des problèmes de constipation. Alors, le bois d'Inde, Pimenta racemosa, on va vous passer des illustrations donc à la suite justement de quelques-unes de ces espèces-là. On peut, oui, on peut. Mal nommé, voilà, mal nommé, voilà, c'est une espèce, une forbiacée, qui est très utilisée également. Alors, il y avait un engouement pour la mal nommée lors il y avait un problème de chikungunya, je crois, à un moment donné, et c'est une plante qui a été très utilisée dans ce cadre-là. Il y a quelques mois en Guadeloupe. Ensuite, voilà, la diapo suivante, la Védélia. Alors, voilà encore une espèce qui a plusieurs noms vernaculaires. On l'appelle patagome, on l'appelle aussi herbe à vache. C'est une plante de prairie qui est tapissante, une plante américaine d'origine, et on appelle aussi herbe à femme. Alors, ce n'est pas pour rien, hein. Les noms vernaculaires souvent expriment quelque chose, parce que souvent les femmes utilisaient cette plante associée à d'autres plantes, notamment l'écorce de Montbain et la cannelle, après l'accouchement. Parce que quand je parlais de problèmes humoraux, souvent on prenait des plantes pour nettoyer le corps. Le terme nettoyage était utilisé. On veut nettoyer le sang. Ce sont les termes propres à nos représentations sociales. Et cette plante-là était utilisée pour ce faire. Alors, c'est une plante également utilisée contre la bronchite dans toute la Caraïbe. Vous allez à la Dominique et ailleurs, vous trouvez cette plante-là, qui par ailleurs est une plante ornementale, puisque faut la trouver, je l'ai beaucoup utilisée pour pouvoir orner des bordures de jardin, mais dans toute la Caraïbe et même en zone subtropicale, ce Védélia est très utilisé à des fins ornementales pour pouvoir faire des massifs ou des bordures, y compris même maintenant en Asie du Sud-Est, quand vous allez à Singapour, en Thaïlande ou ailleurs, mais cette plante-là est très populaire comme plante ornementale. Alors, l'abricot pays, comme on dit, voilà une plante américaine hein, que les Amérindiens vénéraient
dans toute la Caraïbe, le Mamea americana. Voilà une plante dont la graine est utilisée à des fins médicinales, puisque la poudre de la graine, hein, sans l'écorce, est utilisée contre les poux, notamment. Donc, la graine décortiquée, hein, pilée, macérée, utilisée contre les poux. Mais en médecine vétérinaire également, donc c'est une poudre qui était très utilisée, notamment pour lutter contre les insectes au niveau des animaux. Et il y a eu même des tentatives d'utilisation de la poudre contre la fourmi manioc. Alors, je ne sais pas le résultat de ces essais. Mais c'est une plante très connue. Et les feuilles également, donc, connaissent un usage médicinal, il me semble. Et en passant, la poudre était utilisée contre aussi les moustiques, Aedes aegypti. Voilà le pauca. Voilà aussi une plante populaire dans notre médecine traditionnelle. Alors, le pauca est très utilisé contre les affections cutanées sèches. Mais attention, c'est une plante aussi donc, qui peut présenter quelques toxicités au niveau des graines, au niveau des fruits. Donc, l'extrait de peut être toxique dans certains cas. Donc, il faut bien connaître l'usage pour l'utiliser. Et puis, sachez aussi que c'est connu cette plante pour avoir un effet abortif dans certains cas, à cause de certains composés qui sont dans cette, voilà, contenus dans cette plante. Alors là, vous avez donc le mangue de médaille que j'ai évoqué tout à l'heure, avec un arbre avec la base des contreforts très imposants et une sève rouge qu'on appelle froid légèrement, qui donne une résine qui est très utilisée, qui avait donc une importance très grande et qui était considérée efficace contre la dysenterie dans le temps, parce que les plantes qui sont riches en tanins, généralement, hein, comme la goyave d'ailleurs, étaient très utilisées contre les problèmes intestinaux. Voilà le fameux bois-d'âne. Donc, bois-d'âne, très utilisé également. L'huile essentielle de bois-d'âne a des effets anesthésiants, et les sportifs aiment bien cette plante-là, cette huile essentielle. Et sachez que la Dominique exporte l'huile essentielle à Grasse, hein, à des fins donc, de cosmétologie, ou même, hein, c'est utilisé à divers égards. Et même en Guadeloupe aussi, d'ailleurs, hein, on ne transforme pas tellement le bois-d'âne, mais c'est aussi une plante, c'est aussi des feuilles qui sont condimentaires. Alors, contre les rhumatismes, c'est très utilisé parce que c'est riche en eugénol. Donc une nature riche, une nature qui peut nous apporter un bien-être, une nature peut-être qu'il faudrait maintenant protéger et qui pourrait être multidimensionnelle, sûrement. Tout à fait, tout à fait. Une nature très riche, vous l'avez dit, parce que on parle de 650 espèces dites médicinales, et on ne connaît pas encore scientifiquement toutes ces espèces-là. Une nature qui est diverse. La Guadeloupe est située dans une zone de grande biodiversité. Nous faisons partie en Guadeloupe des 30 zones les plus riches en termes de biodiversité au niveau mondial. Nous sommes parmi les 30. Alors, il faut en prendre conscience. Et ce n'est pas la Guadeloupe, c'est le bassin caribéen. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une sorte de solidarité écologique, en fait, hein, au niveau du bassin caribéen, et qu'il convient de maintenir, de développer, et voire de développer la coopération entre ces îles-là, de façon à mieux connaître notre biodiversité, pour mieux la valoriser, mieux la protéger. Pourquoi pas, hein, au niveau communautaire également, parce qu'il faut impliquer les gens qui utilisent les plantes, doivent aussi être aussi les protecteurs de ces espèces-là, à mon avis. Et donc, là, on a un potentiel extraordinaire qui peut contribuer au développement donc, de nos îles. Et donc, le jardin créole, c'est une richesse, puisque les plantes médicinales, généralement, ne sont pas cultivées en tant que telles, en culture pure, hein. Elles sont généralement associées à d'autres espèces, des espèces alimentaires. Elles poussent donc, dans des jardins créoles, elles poussent autour de la case, et elles ont souvent, je disais encore, parfois un rôle ornemental dans certains cas, et en même temps médicinal. Donc, on peut, à partir de ce potentiel-là, développer ce que j'appelle une horticulture vertueuse. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser ces espèces pour pouvoir orner nos villes. Je suis très impliqué dans les opérations nature en ville. Donc, elles peuvent avoir donc, cette fonction ornementale, mais en même temps être utilitaires.
fonction médicinale et permettre donc la préservation de ces ressources-là. J'ai parlé des jardins thérapeutiques. On peut effectivement développer aussi, donc, que ce soit en zone rurale, en zone urbaine, donc des jardins partagés. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on revient un peu aux substances naturelles, à la chimie naturelle. Et donc, il y a une forte demande de produits d'origine naturelle. Donc, des additifs au niveau alimentaire, mais au niveau tinctorial également. Nous avons des espèces en Guadeloupe qui peuvent produire des teintures de première qualité. Et là aussi, les teintures naturelles sont à l'ordre du jour. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la dimension du territoire insulaire qu'il faut regarder. Ce n'est pas parce qu'on a 1600 km² simplement qu'on ne peut pas être, je veux dire, un fleuron de la biodiversité et un fleuron également de la recherche au niveau mondial. Donc, il n'y a plus de petits territoires en réalité à cause de tout cela. C'est la connaissance qui prime. Et puis, l'économie de cueillette, j'y crois. Nous avons donc une diversité d'espèces. Aujourd'hui, bon, malheureusement, il y a parfois des pressions sur le milieu parce que nous cédons un peu trop à la mode Internet. C'est-à-dire qu'il y a une espèce qui est mise en caractère, tout le monde va chercher l'espèce, il y a, disons, une posture mercantile qui s'installe, et parfois, c'est dommageable pour la flore, c'est dommageable pour les milieux. Il faut protéger les milieux. Donc, il faut savoir comment cueillir. Et il faut aussi apprendre à cueillir les plantes, hein, ce qui est nécessaire, et pourquoi pas structurer une filière de cueillette de façon à pouvoir créer de l'économie autour de ces plantes médicinales et aussi aromatiques. Et puis, associé à ça, il y a également l'économie sociale et solidaire qui peut bénéficier justement de cette création de filières de cueillette qui pourrait être utile et en même temps permettre de développer le territoire. Monsieur Lombion, avant de vous laisser conclure, je voudrais juste rappeler à nos internautes qui peuvent nous avons déjà quelques questions qui arrivent, mais qui peuvent poser des questions, faire des remarques, nous faire part de leurs sentiments par rapport à tout ça. Donc, le chat est à votre service. Monsieur Lombion, je vous laisse conclure. Oui, donc, voilà, donc je disais que nous avons 650 espèces considérées comme médicinales en Guadeloupe. Il s'agit de 650 usines, parce que chaque plante a en son sein beaucoup de molécules, et chacune des molécules peut être considérée parce qu'elle peut peut-être demain être la molécule qui va permettre d'avoir le médicament du remède de demain. Donc, c'est très important. Valoriser la pharmacopée locale, c'est permettre de répondre aussi à des besoins de santé primaire. C'est permettre d'élaborer de nouveaux médicaments. C'est aussi contribuer au développement de l'agroécologie, puisque il est de plus en plus question de ne pas avoir recours à des substances de synthèse, on dit vulgairement les produits chimiques, les pesticides, et souvent, à travers ces espèces-là, on trouve aussi, j'ai cité l'abricot, il y a d'autres espèces qu'on peut évoquer, avoir des substances qui nous permettent de développer une agroécologie intégrée. Et puis, c'est contribuer aussi au bien-être de la population et au mieux-être de la population, permettre aux gens, de par la connaissance qu'on pourra vulgariser, de maîtriser leur santé, d'eux-mêmes, d'arriver à, pourquoi pas, à gérer les problèmes de base, tout en sachant qu'il n'y a pas d'antinomie entre la médecine conventionnelle et la pharmacopée traditionnelle. Il s'agit, pourquoi pas, d'utiliser souvent la médecine, la pharmacopée traditionnelle comme complément à la médecine conventionnelle. Donc, je pense que tout l'intérêt de ce travail sur la pharmacopée, c'est de permettre à tout un chacun d'avoir un bagage, une connaissance concernant cette flore-là, d'avoir une connaissance concernant les vertus pour pouvoir mieux utiliser ces plantes pour leur bien-être. Oui, c'est juste une question de transition. C'est vrai que ce que M. Lombion nous dit, ça nous apporte beaucoup de connaissances, mais justement, cette transmission, est-ce qu'il y a cette possibilité avec vous, M. Lombion, puisque l'éducation nationale, c'est quand même l'éducation d'abord, comment avec vous, faire une possibilité avec les enseignants, justement travailler avec les enfants dans le cadre des jardins de plantes médicinales, justement. Est-ce que ça se développe
Est-ce que vous êtes contacté par rapport à cela? Et on va embrayer, justement, on va enchaîner avec Madame Sylvestre, justement, pour nous expliquer un peu la manière dont elle a constitué son jardin et comment, quels conseils elle peut nous donner. Nous avons, alors, j'ai géré pendant plus d'une vingtaine d'années le parc paysager de Petit Canal. Je suis donc le concepteur. Et donc, nous étions extrêmement sollicités par les écoles pour tout ce qui est lié à l'éveil sensoriel. Et effectivement, je pense qu'il faut continuer à créer ce que j'appelle des ateliers, des ateliers de découverte au niveau des enfants, les plus petits, dès le jeune âge, de façon à développer justement les sens par rapport aux espèces médicinales notamment. Et je pense qu'il serait intéressant qu'au niveau de chacun des territoires ou chacune des intercommunalités, qu'il y ait éventuellement des espaces de référence, des parcs, des jardins, où on peut joindre l'utile à l'agréable, des espaces de loisirs où on peut en même temps découvrir. Nous avons encore pas mal d'espaces intéressants, même en zone urbaine. Il y a des trames vertes qui ne se révèlent pas, qui ne s'expriment pas. Et à partir de ces trames vertes-là, il y a une multitude de choses qu'on peut faire en termes d'animation, en termes de découverte des espèces et des habitats. Et je pense que c'est là où réside, à mon avis, le changement de posture même des citoyens, qui peuvent devenir éco-citoyens. Alors, je pense à une chose, à l'image, je vois effectivement une fleur de herbe à aiguille que ma collègue va aborder tout à l'heure, et il y a une abeille dessus. Alors, il faut penser à ce monde animal aussi, puisque lorsque nous avons ces espèces-là, qui sont souvent considérées comme espèces sauvages, mais elles contribuent également au maintien de la biodiversité, parce que les abeilles ont besoin de ces espèces-là aussi, en zone urbaine ou ailleurs, pour pouvoir se reproduire. Donc, c'est tout un changement de paradigme qu'il faudra envisager de façon à appréhender différemment l'espace nature ou la plante ou le végétal autour de nous. Vous parlez, vous dites, monsieur Lambion, un changement de paradigme. Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être une impression, vous me direz ce que vous en pensez, que depuis quelque temps, quand même, nous avons tendance à plus nous retourner vers justement les plantes de chez nous, vers se soigner avec nos plantes. Je le vois déjà dans les marchés qu'on a dans les différentes communes où on a des marchands de feuillage, mais maintenant on va plus voir des gens aller acheter leur marché de feuillage, leur feuillage chez ces marchands. On verra des gens utiliser des feuilles pour le bain, pour revenir un peu à ce qui se faisait avant. Est-ce que c'est bien ce qu'on ressent? Est-ce que c'est bien ce qui se passe? Oui, et je pense que c'est non seulement un problème de santé, mais c'est un problème de mieux-être, comme vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'il y a une quête. On a envie de se retrouver et on a besoin de repères. Et je pense que les plantes contribuent effectivement par rapport aux parents, par rapport aux grands-parents. On a besoin de ces repères qui nous permettent de nous situer un peu dans notre environnement. Et quand on est en phase de déséquilibre, on a besoin de trouver, à mon avis, ces espaces-là et ces espèces qui nous rééquilibrent un peu, quoi. Et je me rappelle bien, on avait créé une case créole, on a mis des plantes autour. La case évoquait pour beaucoup de nous quelque chose de fondamental, parce que ça rappelait effectivement les origines, les parents et tout. Et ça correspond à un besoin fondamental. Et surtout en ces temps un peu critiques aujourd'hui, je pense qu'on a plus que jamais besoin de se retrouver à travers des éléments de notre environnement. Oui, eh bien, nous allons continuer. Merci, M. Lambion. Et puis, nous allons continuer avec Mme Sylvestre, qui a été présentée par M. Kokodo comme étant une experte en plantes médicinales. D'accord? Donc, en partant de l'historique de nos jardins créoles, M. Lambion nous a retracé un peu l'évolution de la pharmacopée caribéenne, la pharmacopée locale. Et dans ses propos, il a beaucoup mis en évidence l'importance de connaître cette pharmacopée, combien il était important de la prendre en compte dans l'utilisation pour la santé, l'agriculture, d'autres domaines à venir également. Alors, pour vous, la question ne se pose pas, je pense, puisque pour vous, c'est un héritage que nous devons d'ailleurs nous approprier, un héritage que nous devons aussi partager avec nos enfants.
Alors, Madame Sylvestre, je vous laisse la parole. D'accord. Bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui au sein des locaux de la MGN. Donc, je vais présenter le jardin Alexina déjà dans un premier temps. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît, et je vais revenir sur le terme conso-acteur. Donc, voilà le jardin Alexina. Donc, pour la petite histoire, le jardin Alexina est vraiment une histoire de famille. Donc, la terre a été léguée à mes parents, Jackie et Maggie. Jackie qui était ancien professeur en lycée privé. Et il a eu à cœur de transmettre et de faire quelque chose pour la population locale, mais également pour tout le monde en fait, de transmettre certaines informations relatives à la terre, à la biodiversité qui se trouve au niveau du gosier, mais plus largement en Guadeloupe et dans le bassin caribéen. Donc, au niveau du jardin Alexina, nous organisons beaucoup d'ateliers justement sur la reconnaissance végétale. Nous sommes pour le partage, la transmission, et donc nous recevons beaucoup d'écoles. Jusqu'à il y a dernièrement, nous avons reçu une école de BMAO et pendant toutes les vacances, nous allons recevoir des ALSH. Donc, nous avons vraiment à cœur la transmission et le partage de connaissances et de savoir. Voilà, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà. Je continue la présentation du jardin. Donc, tout à l'heure, M. Longbion parlait de la biodiversité. Donc, au niveau du jardin, on s'axe sur la faune et également sur la flore. Donc, comme vous le disiez précédemment, la faune aussi est très importante. Donc, nous avons une mare et sur la première photo, vous voyez les jeunes enfants regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette faune et de cette flore. Donc, vous avez des canards, vous avez toutes sortes de choses. Et donc, grâce à tout ce qui se trouve au niveau du jardin, nous pouvons transformer certaines choses et toujours partager le savoir par rapport à des ateliers autour de l'apiculture, autour de la reconnaissance végétale et à travers pas mal de choses. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, grâce à l'apport des générations précédentes, c'est-à-dire Pharamond et Alexina, et également Jackie et Maggie qui sont mes parents, grâce à la transmission des savoirs, j'ai pu devenir en gros ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire transmettre aux autres ce que j'ai pu apprendre. Donc aujourd'hui, je suis bath-thérapeute et je suis également masseuse. Voilà. Donc, sur la photo, vous voyez une bouteille de Bérum. Donc, j'ai décidé de créer du Bérum et toujours avec des recettes ancestrales. Donc, en étant bath-thérapeute, c'est là où on voit aussi l'importance des plantes, l'importance de la transmission de savoir, des tatis, des mamies, des grands-mères, des petites marchandes aussi que nous rencontrons. Et donc, j'ai suivi certaines formations, mais c'est avant tout la transmission orale qui a été très, très, très importante et très primordiale pour moi. Donc, voilà. Donc, nous avons eu pas mal d'aide. Nous avons eu l'aide de M. Longbion, par exemple. Nous avons eu la visite de Mme Marie-Gustave. Nous avons eu pas mal d'aide aussi de Feu Lucien de Gras. Donc, c'est toujours pour vous montrer, en fait, le lien avec la transmission de toutes ces personnes qui ont été quand même très ouvertes pour partager avec nous leurs connaissances. J'entends bien souvent les gens dire qu'il n'y a pas forcément de transmission orale, que mamie n'a pas fait le travail par rapport à ses petits-enfants, mais ce n'est pas toujours systématique. Et aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais poursuivre. Alors, par contre, pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, il y a, sur le chat, il y a une internaute qui nous dit que le partage est très important et que pour elle, ça se fait de plus en plus. Oui, tout à fait. Je peux le constater. Parce que même là, par rapport à la pandémie qu'il y a eu, là, vous sentez que les jeunes sont un peu plus ouverts et que les jeunes retournent vers les mamies, vont passer du temps. Donc, en même temps, ça ouvre aussi un certain lien social et de l'amour et de la bienveillance entre toutes les générations. Donc, je trouve que c'est très important.
Donc, concernant mon métier de baphthérapeute, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, ça fait vraiment beaucoup de bien aux gens de se faire du bien physiquement et aussi bien au niveau de l'âme et à toutes ces choses-là. Et on voit aussi que l'importance de la plante est super importante. Parce que moi, généralement, mes bains sont constitués de plantes, il peut y avoir des symboles, etc. Mais j'utilise beaucoup les plantes. Et donc, lorsque je fais une consultation à quelqu'un, par exemple, cette personne est très attentive au fait que je lui parle de la plante parce que je détaille aussi la plante avec elle, les champs vibratoires, etc. Donc, ça aide beaucoup la personne aussi à avoir une autre vision par rapport aux plantes. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un retour pour le bien-être, que ce soit physique ou mental. Donc, voilà, on va continuer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai voulu aujourd'hui vous parler de certaines petites méthodes liées à l'utilisation de nos plantes. Les gens, comme vous le disiez précédemment, sont très sur le retour aux sources et retour au naturel, comme on faisait mamie à l'époque, etc. Donc là, j'ai choisi 3 exemples, c'est-à-dire que je vais vous expliquer la décoction, l'infusion et la macération. Parce que les gens font souvent l'erreur entre les 3 pratiques. Alors, je vais commencer par la décoction. Donc, par l'infusion, pardon. Donc, l'infusion, beaucoup de personnes se trompent. L'infusion consiste à avoir de l'eau froide, à faire bouillir l'eau, à éteindre l'eau et par la suite, vous mettez les plantes dans l'eau et vous laissez infuser. Généralement, on vous dit de laisser infuser pas plus de 15 minutes parce qu'au-delà de 15 minutes, vous allez perdre les propriétés de la plante. Donc, c'est très important. Mais ça dépend des plantes. Lorsque vous avez des plantes qui sont très, très riches en huiles essentielles, vous n'avez pas besoin d'aller, vous pouvez même la laisser 5 minutes maximum. D'accord? Donc, pour l'infusion, vous allez plutôt privilégier tout ce qui est feuilles, les choses très aériennes et très légères. Je peux vous donner, par exemple, des exemples d'infusions. Vous avez les infusions digestives. La plus connue, c'est celle avec la citronnelle. Donc, après manger, le midi ou le soir, vous pouvez utiliser la citronnelle. Par contre, je mets en garde. Voilà. Je mets en garde par rapport à la citronnelle. Lorsque vous utilisez la citronnelle, au niveau de la feuille, vous devez la filtrer dans un filtre à café parce que vous avez certaines particules tout au long de la feuille qui peuvent vous lâcher certaines particules à l'intérieur et qui peuvent provoquer des lésions, oui, jusqu'aux lésions. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, vous avez également l'infusion dépurative, par exemple avec l'orthosiphon. Donc, dépurative, c'est-à-dire qu'elle va vraiment vous nettoyer et elle aura, par rapport à l'orthosiphon, vous aurez vraiment un effet très diurétique. Donc, vous allez éliminer tout au long de la journée. Donc, il faut faire très attention au dosage, mais on va en parler tout à l'heure. Vous avez aussi l'infusion calmante. Tout le monde connaît le cortisol. Et tout le monde, non, pas tout le monde connaît la 3 tasses ou la brisée. Donc, c'est des choses qui sont très calmantes, qui sont sédatives même. Donc, vous pouvez prendre ce genre de choses, surtout dans un contexte pareil. Après une journée éreintante, vous pouvez vous poser chez vous et prendre une petite infusion. Donc, vous avez aussi la décoction. Donc, la décoction, on va plutôt utiliser les zones plus dures de la plante, c'est-à-dire que vous avez la racine, les graines, l'écorce de l'arbre, et là, c'est un autre procédé. Là, c'est-à-dire que vous allez faire bouillir la plante un certain temps, vous allez éteindre et vous allez laisser tremper une nuit ou même plus longtemps. Donc, vous allez tout de même éviter ce procédé pour les plantes, pour les feuilles, pardon, excusez-moi, pour les feuilles, parce que lorsque vous allez utiliser ce procédé pour le basilic, par exemple,
mais vous allez perdre toute l'huile essentielle qui se trouve à l'intérieur du basilic. Donc, c'est vraiment le choix en fait de l'infusion, de la décoction, c'est primordial. Donc, vous avez un autre procédé qui s'appelle la macération. Donc, la macération, vous pouvez la faire avec de l'eau, du vinaigre, du vin, de l'alcool. Donc, ça dépend ce que vous voulez vraiment faire avec. Donc, comme je vous disais précédemment, étant donné que je suis basse-thérapeute et également masseuse, donc moi, je fais du bérum. Et mon bérum, j'utilise bien sûr le bois d'Inde avec du rhum. Et là, je laisse au soleil environ 3 semaines, même moins. En fait, il faut vraiment être, comment dirais-je, comme je disais tout à l'heure, acteur. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire vous-même votre propre bérum, vous allez être très attentif à l'odeur. Donc, vous allez bien sentir et plus l'odeur va se rapprocher du bérum, et mieux ça sera. Arrivé un moment, au bout de 3 jours, vous allez toujours avoir cette odeur de rhum relativement agressive, mais plus vous allez laisser la plante tranquillement macérer, et plus vous aurez le vrai bérum. Donc, juste une oui, question, je vous écoute. Deux questions. Oui. Pourquoi une infusion plus qu'une décoction ou pourquoi plus une décoction qu'une infusion? Et puis les doses. La deuxième question, c'est les doses pour les plantes que vous avez besoin. Alors, comment apprendre à doser? Généralement, on vous dit toujours que c'est 30 grammes pour 500 millilitres d'eau. Le scientifique que vous êtes, M. Lombieu, êtes-vous d'accord avec moi? Après, il y a une différence entre feuilles sèches et feuilles fraîches. Donc, monsieur le scientifique, pouvez-vous nous donner plus d'informations? Comme ça, on va interagir. Comme ça, je vais me déstresser un peu. Non, surtout pas. Ça, c'est non. C'est-à-dire qu'il y a des indications concernant, je pense, l'histoire d'une poignée ou de 30 grammes. Mais les doses, à proprement parler, c'est vrai que le botaniste que je suis ne donne pas les doses parce qu'il laisse le soin aux pharmaciens, aux médecins de conseiller les doses en fonction des situations, en fonction des terrains, en fonction des personnes. Donc, il est un peu délicat de figer un peu les doses, quoi, de dire c'est telle dose pour telle espèce. Quoi. Je crois que ce n'est pas tellement le but de notre échange aujourd'hui. Et je pense que pour pouvoir mieux avoir ces informations, il faudra s'adresser aux personnes qualifiées en la matière. Et puis, pourquoi choisir infusion, décoction? Ça dépendra de quoi? Alors, ça dépend, elle a dit, de la nature, en fait, de la partie utilisée. Voilà. Quand il s'agit, par exemple, de pétales, de fleurs ou de feuilles, on va privilégier effectivement l'infusion. Quand il s'agit de parties dures, comme l'écorce, effectivement, là, on va privilégier la décoction. Tout à fait. Et puis, une autre question, est-ce qu'on peut faire des macérations à partir d'huile, avec de l'huile? Vous avez parlé d'alcool, de vin, de rhum. Est-ce qu'on peut faire macérer dans de l'huile? Alors, moi, je fais des macérats huileux. Donc, avec toutes les plantes du jardin, nous avons plus de 350 variétés de plantes. Et effectivement, je fais des macérats huileux. Donc, c'est-à-dire que je fais au préalable, je déshydrate mes plantes. Donc, je peux le faire au soleil, avec l'énergie soleil, c'est mieux, ou avec un déshydrateur. Et je réduis en poudre et je fais mon macérat huileux. Voilà. Et pour faire le macérat huileux, petite astuce pour que ça puisse garder les propriétés et surtout ne pas rancir, j'intègre quelques petites gouttes d'huile essentielle d'agrumes, voilà, de vitamine C. Donc là, je vais vous présenter quelques petites plantes. Donc, je l'ai appelée Bocanta 6 plantes en nous. Donc, j'ai choisi aujourd'hui la sonde. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins la sonde qui pousse, j'ai envie de dire, spontanément un peu partout. Donc, j'ai choisi la sonde parce que nous sommes dans un contexte particulier où on constate que beaucoup d'hommes, je vais parler des hommes parce que bien souvent on ne parle pas d'eux, ont des problèmes de prostate. Donc, la sonde qui s'appelle également Pissé d'Ubud est très, 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 très importante pour les problèmes de prostate, l'inflammation. Donc, j'avais reçu Madame Marie-Gustave qui avait fait un très bel exposé par rapport à ça et qui disait qu'on peut utiliser la sonde en prévention. Je répète bien, en prévention, pas en guérison. Nous n'allons pas parler de guérison aujourd'hui, mais de prévention pour tout ce qui est problème de prostate. Donc,
vous utilisez beaucoup, on peut utiliser beaucoup la sonde pour, si par exemple vous avez des problèmes de rétention d'eau, mais vous pouvez utiliser la sonde. Vous pouvez également l'utiliser lorsque vous avez pas mal de calculs urinaires. J'avais un proche qui a eu des problèmes de calcul urinaire et ça lui a vraiment fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. Et vous pouvez voir aussi que toutes les plantes, en fait, ont plusieurs champs d'action. Donc là, vous voyez qu'elle est diurétique, qu'elle prévient les rétentions d'eau, et calculs urinaires, l'hypertension et également l'inflammation. Mais il y a une autre utilisation pour la sonde. Admettons que vous avez une grippe, comme on dit chez nous, vous toussez depuis un bon moment et que vous voyez que vous n'avez pas d'amélioration. Donc, vous allez prendre la sonde et vous allez l'utiliser en cataplasme pour vous faire du bien, mélanger avec du miel et mélanger avec un peu de Vicks. Ah oui, d'accord. Alors, donc, vous pouvez l'utiliser lorsque vous avez un encombrement, d'accord, au niveau des bronches. Et donc, vous allez écraser, plutôt pas avec un mixeur, mais plutôt traditionnellement avec le pilon. Et vous allez mélanger avec du miel et un soupçon de Vicks. Et vous allez placer en cataplasme sur votre poitrine et également dans le dos. Donc, pas de climatisation, pas de ventilateur, pas de vent. Et vous allez voir que ça va vraiment faire du bien. Donc, pour les enfants, vous pouvez également l'utiliser. Moi, j'ai utilisé sur ma fille lorsqu'elle avait 3 ans et demi. Mais vraiment, pour les enfants, au niveau du Vicks, vraiment le bout de l'ongle est réchauffé que vous placez. Et vous verrez que vous allez avoir une nette amélioration. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, quand vous voyez que vous êtes encombré, vous pouvez également l'utiliser. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comment? Alors, ça pousse spontanément. Généralement, on en a tout autour de chez soi. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est lié à la magie des plantes. Donc, magique par rapport à nos pratiques, vous verrez que cette plante-là est sur le côté au niveau des maisons. Pas forcément devant, mais sur les côtés. Et on dit que cette plante-là est magique. Donc, ça veut dire qu'elle protège des mauvais esprits, des entités, etc. Et vous avez plusieurs informations par rapport à cette plante. Vous pouvez revenir sur la diapo précédente, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, vous avez plusieurs informations par rapport à la couleur également de la plante. Cette plante est violette. Donc, on sait que tout ce qui est violet est lié à la spiritualité, dont le chakra coronal, le chakra sacré. Donc, vous avez aussi comment je peux dire ça, la signature des plantes qui est très, très, très importante. Donc, voilà. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Vous avez une question? D'accord. Alors là, je vais vous présenter l'herbe aiguille Bidens pilosa. Tout le monde dit que c'est une mauvaise herbe. Jean-Yoka dit mauvaise herbe. Pas ni mauvaise herbe à Don Jade. L'herbe peut vous embêter, mais il n'y a pas de mauvaise herbe en soi. Ça s'appelle une herbe adventice. Donc, l'herbe adventice, c'est une herbe qui n'a pas forcément été invitée dans le jardin, mais elle pousse spontanément. Donc, vous pouvez voir que l'herbe aiguille, on l'appelle aiguille, piquant, chikamoni, etc., est super importante dans nos jardins. Donc, vous pouvez voir les diverses utilisations médicinales de cette plante. Elle est antibactérienne, elle est antivirale, antifongique, antiparasitaire, fébrifuge, etc., etc. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que vous pouvez également l'utiliser pour tout ce qui est toilette vaginale. Donc, vous voyez une herbe qui pousse comme ça et que généralement on arrache, ben, elle est nécessaire. Et nous, en tant qu'apiculteurs, c'est une plante millifère. Donc, c'est-à-dire que l'abeille utilise son nectar pour produire le miel. Donc, cette plante-là, c'est une mine d'or. Vous voyez, dans certaines îles, ils font un commerce de cette plante-là. Voyez, et nous, on devrait aussi faire quelque chose, mais j'en parlerai dans la conclusion. Donc, vous voyez, une seule et même plante qui peut interagir sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et lorsque vous voyez qu'elle est immunomodulatrice, avec les temps qui courent,
il n'y a pas photo, j'ai envie de vous dire, hein. Vous pouvez vous faire des infusions avec, toutes sortes de choses. Et non seulement ça, je vous donne un petit exemple. Admettons, si toutefois vous n'avez pas d'épinards chez vous, mais vous pouvez la remplacer par l'épinard. Enfin, vous pouvez remplacer celle-là enfin, vous avez compris. Oui. Voilà. C'est consommé au Donc, Nigeria. c'est consommé au Nigeria et dans beaucoup d'îles aussi. Donc, c'est vraiment non négligeable. Je voulais… Oui? Non, allez-y. Oui, non, c'est qu'il y a un internaute qui vous demande de préciser, d'expliquer ce que vous entendez par la signature des plantes. La signature des plantes. Alors, c'est la couleur de la plante, c'est la forme de ses feuilles, les planètes. Enfin, il y a pas mal de choses, mais je ne pourrais pas rentrer dedans parce que là, on est là jusqu'à demain matin. Justement, j'ai fait, même plus loin, et justement, j'ai fait une formation avec Madame Lily Lolia et on parle de tout ce qui est signature des plantes, la magie des plantes. Il y a une grosse littérature sur c'est la théorie des signatures. Et en réalité, c'est le fait d'associer, si vous voulez, la morphologie de la plante ou les éléments de couleur ou autre, hein, les aspects de la plante, à une affection. Par exemple, on va lier la couleur rouge au sang. Jaune, généralement, dans notre culture créole, c'est la bile. Alors, par exemple, on va dire, voilà, Kaoka, ou bien voilà, effectivement, ils vont pour bile. Voilà. Alors, parfois, ça peut poser un problème, puisqu'il y a le sang-pied, par exemple, aussi, qui est toxique, mais qu'on associe aussi à des problèmes de bile ou le foie. Donc, c'est l'association, en fait, hein, des aspects. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la résine, hein, le rouge sang, souvent le feu, là, le rouge, le sang dragon, mais c'est lié, effectivement, à… Alors, parfois, ça fonctionne, effectivement. On ne sait pas expliquer, mais il y a des théories, beaucoup de littérature sur la théorie des signatures. Est-ce que c'est la fleur? Alors, vous pouvez tout utiliser. Moi, j'utilise en consommation la fleur et également la feuille, les deux. En salade crue, j'utilise la feuille et la fleur. Et justement, elle fait partie des fleurs comestibles. Vous avez le bégonia aussi dont M. Lombion parlait. Enfin, vous avez pas mal de fleurs comestibles, mais moi, j'utilise le tout. Et même dans certains pays, ils utilisent la racine de l'herbe aiguille en infusion, pour lutter contre tout ce qui est agrippal, etc. Alors, on va continuer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je vous présente la Damiana Turnera diffusa. On l'appelle également Turnera aphrodisiaca. Donc, celle-ci, elle prévient pas mal de maladies. La fatigue, c'est un puissant aphrodisiaque. Elle renforce en profondeur le système nerveux, nettoie le corps et booste le système immunitaire. Alors, j'ai reçu pas mal de personnes en visite au jardin qui avaient des problèmes de libido, qui avaient des problèmes d'anxiété, qui avaient très, très mal vécu, par exemple, le confinement, le couvre-feu, en fait, toutes sortes de choses. Et en utilisant cette plante, ben, elles ont vu quand même un net progrès mental, physique. Donc, elle est vraiment bien, cette plante. Et elle pousse justement spontanément tout autour de nous. Je suppose que vous l'avez déjà vue. Et si toutefois vous ne l'avez pas encore vue, croyez-moi que là, vous n'allez pas arrêter de la voir. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une plante. Toutes les plantes ont leur efficacité, ont leur place. Mais la Turnera diffusa, elle est quand même remarquable. Et comme me faisait remarquer la fois dernière M. Lombion, il y a 7 variétés et il y a l'autre qui est un peu plus clair. Voilà. Mais c'est vraiment une plante bénéfique aussi bien pour le mental que pour le physique. Donc, il y a beaucoup de choses, je pense, à faire autour de cette plante et de toutes les plantes, justement, de notre pharmacopée. Alors, il y a une question, je pense, qui peut vous être adressée à tous les deux. Oui. Alors, un internaute qui nous dit pourquoi ces conseils dans l'utilisation des plantes ne sont pas donnés par les pharmaciens. Ils ne nous en parlent presque jamais. Pourquoi? Voilà la question. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'ailleurs, certaines plantes ne sont pas forcément sur les listes de la pharmacopée de chez nous. Donc,
je pense qu'il faudrait plus de, comment dirais-je? Bon, c'est un peu délicat comme sujet hein, parce qu'il y a toujours la médecine conventionnelle et l'autre médecine. Donc, c'est… C'est peut-être, est-ce que c'est pas aussi lié au fait que de toute façon, dans les études, pour l'instant, dans les études de pharmacie, Oui. Est-ce que c'est déjà inclus dans les études, ce qui est de la pharmacopée locale? Est-ce que c'est ça aussi? Est-ce qu'ils sont déjà formés à ce genre de pharmacopée? Alors, les pharmaciens sont formés à la botanique, mais nous sommes formés généralement en France hexagonale. Donc, la botanique qui est étudiée, c'est la botanique, voilà. Et très souvent, nos pharmaciens, alors, d'ailleurs, c'est peut-être un clin d'œil à faire à Marie-Gustave, hein, qui est présidente de l'association La Plamée d'Arôme, des plantes aromatiques et médicinales, qui donc a en son sein des membres qui sont pharmaciens, qui s'intéressent à la pharmacopée locale. Il y a eu même un diplôme universitaire destiné à ces pharmaciens, à tout le monde, hein, à l'UA, l'Université des Antilles, sur la pharmacopée locale, de façon à connaître un peu la phytothérapie dans nos régions. Alors, ça mérite d'être renouvelé, mais c'est vrai qu'il y a le problème de la connaissance d'une part, mais d'autre part, le problème de l'offre, puisque aujourd'hui, nous avons pas mal d'espèces qui sont maintenant reconnues hein, et admises dans notre pharmacopée. Faut-il au moins qu'il y ait des acteurs, des horticulteurs qui produisent ces plantes et pour mettre à disposition de ces pharmaciens pour qu'ils puissent avoir dans leur pharmacie. Parce que dès lors que c'est autorisé par le ministère de la Santé, ça peut être vendu en pharmacie. Maintenant, il faut que la filière s'organise, comme je disais tout à l'heure. Il faudrait que, voilà, parce que le métier d'herboriste, c'est fini, ça. C'est le pharmacien, bon, hérite de ça depuis la Deuxième Guerre, hein, d'herboriste. Mais dans son herboristerie, le pharmacien, pour qu'il réponde à la demande, il faut qu'il y ait, voilà, qu'il y ait la production. Et je pense que les filières ne sont pas encore assez structurées. Alors, le Zebapic, c'est bien, mais il y a encore un cortège d'espèces qu'il faudrait valoriser. Mais ça arrive de plus en plus. Hein. Là, les gens, il y a de plus en plus de personnes qui s'organisent pour produire certaines choses. Ce genre de… Par exemple, moi, la Damiana, ben, j'en plante, c'est d'en planter le maximum pour la transformer. Parce que je transforme la Damiana et je la vends sous forme de tisane ou sous forme de tabac. Voilà. Voilà, mais ce n'est pas sûr que le pharmacien puisse faire la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il faut tout changer, en fait. Mais il faut avoir la volonté de le faire. Nos plantes de réelles perspectives d'avenir pour les générations à venir. J'y crois fermement parce que là, comme je disais à Madame Paulin, il y a quand même de choses qui sont mises en place pour développer tout ce qu'il y a au niveau de nos jardins. Donc, que ce soit l'agro-transformation. Donc, là, je prends mon cas, hein, parce que c'est moi qui suis là aujourd'hui. Je prends mon cas, j'ai suivi pas mal de formations non diplômantes qui donnent juste un certificat, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en œuvre pour que nos plantes puissent créer de l'emploi et pour que nos plantes puissent être vraiment valorisées. Je parle par exemple de monsieur Aussibrun qui fait un travail remarquable sur Petit-Bourg et on suit toutes ces formations et là, en fait, ça crée de l'emploi parce que beaucoup de jeunes ont décidé de monter leur entreprise par rapport aux cosmétiques, par rapport à l'agro-transformation, le vinaigre, par rapport au beurre de mangue, il y a toutes sortes de choses, par rapport à l'apiculture. Donc, je crois fermement que là, il y a un essor, en fait, du mieux vivre et du retour au naturel et les gens ont pris en fait conscience de tout ce qu'il y a autour d'eux et ils veulent vraiment le porter et le mener vers le haut. Voilà. En lien avec ce que vous dites, oui. Il y a beaucoup de questions, j'essaie de regrouper. Oui. Un internaute avait demandé justement cet élan pour les plantes médicinales. Est-ce qu'il ne risque pas de mettre à mal l'équilibre écologique? On en parlait un petit peu, M. Longuillon, tout à l'heure. Alors, justement, tout à l'heure, M. Longuillon a parlé de cueillette. Nous avons des saisons en Guadeloupe, donc je pense que par rapport aux saisons, les fruits, les feuilles, etc. se renouvellent. Donc,
je pense que il faudra éduquer aussi pour que les gens puissent savoir à quel moment cueillir et à quel moment prendre et ne pas prendre. Et laisser vraiment le cycle de la nature s'opérer, comme nos aïeux le faisaient. Voilà. Oui, puis, je reviens au jardin créole, hein, c'est un système agroécologique tout à fait adapté. Et je pense que dans ces cadres-là, le cadre du développement de l'agroécologie, on peut parfaitement envisager la production de plantes médicinales et sans pour autant, je veux dire, impacter négativement l'environnement. Il n'est pas question d'aller puiser, faire pression sur les habitats de façon à détruire les stations, les espèces, mais des questions plutôt de voir comment, dans notre système agraire, produit des plantes médicinales, voilà, vertueuses, tout en étant, je parlais d'horticulture vertueuse. C'est un peu ça, c'est cultiver, mais de façon vertueuse. Donc, en respectant l'environnement, en respectant les habitats et en respectant les espèces. C'est un peu ce qu'il faut développer sur notre territoire. Et on peut parfaitement optimiser une économie de cette façon-là. Tout à fait. Voilà. Donc c'est ma conclusion. Je garde espoir sur notre avenir parce que je sais que de plus en plus, les gens prennent la valeur de ce qui fait notre biodiversité et on s'organise de plus en plus dans ce sens. Et merci à des gens comme M. Lombion, Mme Marie-Gustave pour le rapport et pour la transmission de savoir et aux marchands de toutes ces bonnes âmes qui travaillent dans ce sens. Merci, Mme Sylvestre. C'est moi qui vous remercie. Nous terminons avec Mme Sylvestre sur la même note que M. Lombion, à savoir que nos remèdes radiés sont l'avenir. Tout à fait. Donc, il ne s'agit pas de les utiliser à l'aveugle, n'importe comment. La connaissance de nos plantes, la connaissance de leurs vertus est très, très importante. Nous avons hérité de ce patrimoine-là, donc du patrimoine, des savoir-faire. Il s'agit maintenant de les valoriser, il s'agit maintenant de les transmettre. Voilà, c'est un peu sur cette note que vous avez tous les deux terminé. Alors, il y a d'autres questions. Je vais essayer alors, il y a des petites questions précises. Oui. Bon, je vais revenir sur elles tout à l'heure, mais il y a une question que pose un internaute disant que le problème maintenant, on parlait de connaissance, c'est de passer d'une connaissance populaire des plantes à une utilisation raisonnée, sans danger. Et elle dit, cette personne dit, comment cela peut se faire en Guadeloupe? Qui pourrait faire ce travail-là, justement? Aider à passer de cette utilisation populaire, un peu à l'à peu près, entre guillemets, oui, à quelque chose de raisonné. C'est ce que fait à Plamé-d'Arôme, hein, oui. C'est le travail mené par Tramil. Maintenant, il faudrait qu'il y ait plus de relais. Il faudrait qu'il y ait plus, disons, d'animateurs, en fait, qui mènent ce travail au niveau du territoire, parce que les bénévoles ne sont pas assez nombreux pour faire ce job. Il faudrait impliquer effectivement les pharmaciens. Tout à fait. Aussi, à mon avis. Il est temps. Par le biais de la Plamé-d'Arôme, parce que la Plamé-d'Arôme, c'est bien, mais il faut essayer d'impliquer plus de ressources humaines locales pour faire passer ce type de formation. Et il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut prendre conscience du fait que nous sommes voilà, au sommet du monde en termes de biodiversité. C'est bien, nous savons que l'outre-mer représente 80% de la biodiversité française, c'est très bien. Mais il faut aussi que nous nous mettions à la hauteur de ces 80% de biodiversité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déficit en termes de recherche et un déficit en termes de spécialisation concernant la valorisation de cette biodiversité. Parce que ce sont effectivement, c'est disons un vrai créneau, ce sont plusieurs filières qui peuvent bénéficier de compétences nouvelles et qui pourraient, à mon avis, créer cet engouement-là. Je crois qu'il faut faire le lien entre les savoirs populaires et les savoirs scientifiques. Et il faut qu'on arrive, je parlais tout à l'heure d'éducation populaire, de vulgarisation, de sciences participatives, voilà, nous sommes bien à la FGEN, et je pense que
le développement des sciences participatives, c'est fondamental. Il faudrait qu'on arrive à toucher dans les cantons, dans les communes, dans les sections, un peu tout le monde par les sciences participatives pour pouvoir faire prendre conscience justement de ça et qu'on puisse valoriser ces traditions. Pour compléter ce que dit Linda, il y a un commentaire qui est un peu long. Elle dit effectivement qu'il faudrait faire des propagandes pour informer la population, informer pendant des semaines par la télé, la radio, l'Internet pour développer la production de masse et même des particuliers pourraient se lancer. Tout à fait. Et qu'il faudrait que ce soit une éducation de la population. Oui. Voilà. D'où l'intérêt des écoles et d'où l'intérêt des parents aussi qui amènent les enfants dans les jardins thérapeutiques, etc. C'est primordial. Alors justement, il y a quelqu'un qui disait que c'était très bien, qui un peu dans le même sens que ce que disait Mme Boudin, qui disait que c'est très bien et qui posait une question, je pense que c'est à vous, Mme Sylvestre. Elle demande quels sont les thèmes que vous développez pour les élèves du primaire qui viennent visiter Alors, le jardin. le thème principal, c'est consommer local dans un premier temps et se soigner avec ce qui est tout autour, bien sûr avec les parents, c'est-à-dire se faire du bien avec les éléments, mais aussi se faire du bien avec les thés de chez nous, ce genre de choses. Et on insiste aussi sur le fait du respect des abeilles. Ça peut paraître anodin, mais il y a beaucoup d'enfants, dès qu'ils voient une abeille, ils ont envie de la tuer. Alors qu'on explique très bien que si une fois tu tues l'abeille, ben, tu n'auras pas de fleurs et tu n'auras pas de fruits. Donc, on fait pas mal d'ateliers, mais vraiment de sensibilisation sur l'éveil des enfants, sur le respect aussi de ce qui les entoure. C'est primordial parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses négatives. Certains enfants ne savent pas ce que c'est. Je vais vous donner un fruit, un abricot pays. Leur fruit préféré, c'est la fraise. Alors que les fraises qu'on nous envoie ici, ce sont des fraises faites sous serre ou autres. Donc, on essaie vraiment de les sensibiliser à consommer local et à bien vivre ensemble à toutes sortes d'ateliers, en fait. Voilà. Ça dépend des maîtresses aussi et ça dépend des projets des instituteurs. Mais là, je constate aussi que d'année en année, les institutrices et instituteurs sont très penchés sur tout ce qui est consommé local. Donc, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles en Guadeloupe où les enfants restent uniquement dans l'école. C'est-à-dire que si toutefois ils ne sortent pas avec leur école, ils ne connaissent pas ce qu'il y a au niveau de leur environnement. Donc, c'est pour ça qu'on leur fait vraiment toucher un peu à tout et même faire des plantations et repartir, par exemple, avec du pois d'ibois et leur expliquer la valeur du pois d'ibois, ce que représente le pois d'ibois dans les temps anciens et ce que représente le pois d'ibois par rapport à la protéine, etc. Donc, on a plusieurs types d'ateliers. Merci. On disait tout à l'heure que c'est un secteur qui est amené à devenir porteur. Alors, il y a une question à propos de la formation. Quelle filière de formation vous conseilleriez à un jeune qui voudrait se tourner vers ce secteur? Alors, moi, j'ai un parcours relativement atypique. Hein. J'ai d'abord fait la faculté de géographie, après j'ai changé. Je n'ai pas fait le lycée agricole, par exemple. Donc, je vais laisser M. Lombion répondre à cette question, s'il connaît plus le cursus scolaire par rapport à ça. Non, justement, Ah je bon? pense qu'il n'y a pas de... Non. Vous savez, je pense que tout le monde, sans exclusif, peut s'intéresser à ce type de filière dès lors que la personne a la volonté d'apprendre. Et je parlais de sciences participatives et je pense que tout ce qui est lié aux sciences de l'observation, ce serait bien qu'on revienne à ce qu'on appelait d'ailleurs le bouquin qu'on a présenté tout à l'heure, hein, c'est un bouquin de sciences naturelles. Il faut qu'on revienne aux sciences naturelles pour que les enfants aient un engouement en fait, pour la découverte, pour pouvoir disons, faire leur apprentissage de la nature. Et je pense que les meilleurs naturalistes n'ont pas fait l'école, n'ont pas fait l'université. Ils ne sont pas à l'université. Et ils sont meilleurs même que les botanistes. Donc, c'est une question d'intérêt, une question de passion. Et donc, il manque des naturalistes en Guadeloupe. N'importe qui peut être naturaliste dès lors qu'il s'intéresse à l'observation, il s'intéresse aux plantes. Les botanistes aussi, il n'y a pas beaucoup de filières qui enseignent la botanique à l'université.
moi, j'ai fait la filière botanique tropicale à Montpellier. Il y a deux, il y avait Jussieu et Montpellier, mais c'était tout. Et aujourd'hui, la botanique tropicale, ça ne court pas les rues. Alors que, bon, on peut parfaitement avoir une formation de base ou même être littéraire et se former à la botanique, si on a envie. Donc, il n'y a pas d'exclusif à ce niveau-là. Et c'est pour ça que mon vœu, c'est qu'il y a 30-40% de la population guadeloupéenne qui ait un bagage botanique, une connaissance en fait de leur flore. Ce n'est pas une histoire de spécialité. Il ne faut pas que ça reste entre nous, en fait, scientifiques. Il faut que tout le monde ait ce bagage-là, en fait. Et je pense que, partant de là, il faut considérer qu'il ne s'agit pas d'une filière, d'une formation, puisque c'est transversal. Le paysagiste doit s'intéresser au plan médicinal. L'agriculteur, c'est le cas aussi. L'entreprise de paysage, le jardinier, donc ça doit être transversal. Et de toute façon, à mon avis, quand je parle d'agroécologie, je parle bien de transversalité. Il s'agit de s'intéresser autant effectivement à l'environnement, à la production agricole, à la protection également de la biodiversité. Donc c'est transversal. Il n'y a pas une filière qui conduit en fait à ce genre de métier. Il y a une diversité. Quelqu'un qui a fait une maîtrise, pourquoi pas, de géographie, peut un jour effectivement faire une formation et se lancer, pourquoi pas, dans l'agroécologie. Donc c'est pas fermé. Il y a des formations. Alors il y a des formations qui existent. Alors en horticulture, il y en a. Alors au niveau du paysage, je dois avoir aussi plus de travaux paysagers. En agronomie tropicale, au lycée agricole, je pense qu'il y en a. Alors après, il y a les certificats de spécialisation qui sont réalisés, notamment sur les plantes aromatiques et médicinales, mais c'est peut-être pas tout le temps dans les CFA. Donc, à la demande, il peut y avoir des formations en spécialisation PAM, plantes aromatiques et médicinales. Ça peut se faire. Oui, il y en a eu il n'y a pas longtemps, justement. Exactement. Mais ce qui est important, c'est bien d'identifier la demande et de proposer des formations, puisque parfois, trop souvent, les formations sont faites et les gens ont du mal après à se positionner ou à se situer sur le marché. Alors que là, je pense qu'il faudrait mettre en adéquation l'offre et la demande, ou encore susciter, pourquoi pas, le besoin, et à ce moment-là, faire les formations adéquates. Et puis, ne pas tomber non plus dans les effets de mode. Maintenant, on parle de permaculture. Bon, c'est très bien la permaculture, moi j'aime beaucoup, mais il faut surtout travailler en contexte. Il faut surtout travailler l'ancrage dans le territoire. Et notre territoire, c'est le jardin créole. Le jardin créole, c'est un jardin permacultural. Tout à fait. Et partant de là, effectivement, pourquoi pas, on peut développer des techniques permaculturales, mais en partant effectivement de cette culture du jardin créole, qui a donc un peu les mêmes principes culturaux que le jardin permacultural, sauf que le jardin permacultural peut-être cultive moins le sol qu'un jardin créole. Et, alors, parlons de jardin créole. Alors, c'est une question aussi de quelqu'un qui dit, quand on veut commencer chez soi, on veut commencer à planter. Qu'est-ce qu'on doit planter d'abord? Quelles sont les plantes qu'on conseille pour commencer quand on veut se lancer dans le jardin? Quand on veut se lancer dans le jardin, je sais que mes parents, de tradition, on met toujours les plantes protectrices dans son petit jardin. Ça dépend quelle superficie, mais d'abord les plantes protectrices. Après, vous pouvez mettre les plantes aromatiques. Après, vous constituez votre verger. Voilà, mais ça dépend. Alors, ça serait quoi? Donner quelques noms. Alors, je commence. Qu'est-ce que je plante en premier? En premier, moi, je suis très vibration. C'est-à-dire que je n'ai pas de choses établies. Donc, moi, étant donné que j'aime beaucoup faire des tisanes, je planterai, par exemple, du basilic, de la citronnelle. Et par la suite, non, juste avant, je mettrai quand même mes plantes protectrices. Je mettrai du sandragon, du douvanègue. Et après, je mettrai de la cléomée, par exemple. La cléomée qui va permettre de lâcher une certaine petite odeur et qui va faire fuir certains insectes. Je vais mettre de la tomate, des cives, ce genre de choses. Mais comme je vous dis, moi, je suis très vibrationnelle, donc ça dépend, voilà. Alors, Monsieur Lambion. Tout dépend après de l'espace dont on dispose. Voilà. Parce qu'on peut être en appartement ou autre. Je pense qu'il faut se faire plaisir. Oui. La citronnelle, c'est très bien, parce que la citronnelle, on peut aussi, lorsqu'on invite des personnes à la maison, on peut offrir une infusion de citronnelle après le repas. Par exemple, un citron, on a toujours un citronnier chez nous lorsqu'on avait un peu d'espace, parce que le citron a divers usages. Les feuilles sont utilisées également. Le goyavier est très bien.
Quand on a de l'espace aussi, un goyavier, c'est très bien pour ses propriétés médicinales que tout le monde connaît. Hein. C'est un antidiarrhéique Oui, c'est très parfait. important. Voilà, et Même pour les cheveux. c'est un fruit excellent. Oui, C'est voilà. le deuxième fruit le plus riche en vitamine C après la cerise. Tout à Donc, un fait. cerisier, c'est excellent également Voilà. pour la vitamine C. Donc, je pense qu'il faut se faire plaisir. Il n'y a pas d'ordre de priorité. Après, l'aspect création du jardin, oui, là, on peut parler effectivement en fonction de sa culture hein, et de sa représentation de l'espace. On peut parler effectivement de plantes de protection ou d'éléments, enfin, de portée symbolique. Mais là, moi, j'appelle ça de la portée symbolique. Planter des espèces de protection aux points cardinaux, comme faisaient dans la tradition les personnes. Voilà. Mais ça, tout dépend du lieu où on habite. Oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui voudrait, Madame Sylvestre, Oui. que vous reveniez sur le concept de basse thérapeute, qui demande d'expliquer ce que c'est. D'accord. Alors, la basse thérapie, ce sont les soins par les bains. Donc, les bains, ça existe dans les 4 coins du monde, mais de tradition, chez nous, on a toujours fait des bains. C'est-à-dire que vous avez eu le bain des marées, donc le bain premier jour de l'année, donc qui est constitué, bien sûr, du Nîmes, du Douvonnègue et du Paroca, par exemple. Vous avez plusieurs choses. Vous avez le bouquet à soupe, vous avez Kélamori, vous avez pas mal de choses. Donc, les bains, c'est ça, c'est les soins par les bains. Mais si vous voulez, vous pouvez faire un bain à un enfant parce qu'il a, je sais pas moi, l'acné du nourrisson, mais vous pouvez également faire un bain parce que, comme on dit, quelqu'un vous a fait du mal. Donc, vous avez plusieurs types de bains. Vous avez des bains pour vous faire du bien et vous avez des bains aussi de pratiques magiques. Voilà. Donc, vous faites un diagnostic avec la personne avant. Tout à fait. Il y a tout un cheminement à faire. C'est BATH. Bath therapy. Voilà. Donc, c'est un concept justement de ma formatrice Lily Lolia, qui a justement en source, j'ai mis le nom de son ouvrage qui s'appelle « Bains et pratiques dans les moments difficiles », si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses qu'on vous apprend sur les bains, quels jours les plus propices, etc., etc. En tout cas, ça me renvoie à des années d'avant, les Oui. années d'avant, les années antérieures, où effectivement, les grands-mères, la mère, avec votre bains, bassine. Voilà, le bain pour la peau, le bain avant la rentrée. Avec le dattier, glycérine, pour calmer les enfants, le bain corosol, le bain dattier pour les taches, vu que c'est un antifongique, pour les taches de l'ota, ce genre de choses. C'est une tradition aussi qui revient, qui ne s'arrête pas seulement pour le nouvel an. Voilà, les gens font de plus en plus de bains. Donc, vous avez des bains avec les plantes, vous avez des bains avec du lait, avec du miel. Là, c'est la période des flamboyants. Donc, faire un bain avec les fleurs de flamboyant pour être flamboyant et être vu. Voilà, ce genre de bain, par exemple. Vous avez des bains avec le Paroca, dont M. Lombion a parlé, pour vous nettoyer, mais aussi pour faire barrage à certaines mauvaises énergies. Voilà. Et ça fonctionne vraiment, parce que comme je vous disais précédemment, si je l'ai dit, la plante a une âme, un esprit et un corps. Donc, c'est un être vivant. Donc, lorsque vous allez voir la plante et que vous lui parlez, moi je parle à mes plantes, hein. Généralement, parfois les gens, quand ils me voient au loin, ils disent ça va, oui. Mais je parle à la plante avant de m'adresser à elle. Donc, c'est très important. Avant de cueillir, je dis, bon, ben voilà, je viens te voir pour telle ou telle personne qui a besoin de toi par rapport à tel ou tel souci. Voilà. Mais ce n'est pas seulement, vous ne faites pas un bain seulement parce que vous avez un problème. Vous faites un bain pour vous sentir bien. Voilà, parce que vous en avez besoin. En parlant du bain, excusez-moi, pardon, quelqu'un demande les vertus du bain de goyave. Le bain de goyave. Alors, étant donné qu'il y a certaines... non, je n'ai pas envie de me prononcer dessus. Je préfère ne pas chercher et dire quelque chose à côté. Mais si M. Lombion, en tant que scientifique, peut donner les substances qu'il y a dans le bain de goyave. Moi, je sais que la goyave, vous l'utilisez, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des sprays de goyave pour les cheveux parce que ça permet la pousse du cheveu.
Donc, on utilise aussi la goyave pour, comment dirais-je, lorsque vous avez la gastro, pour… Ce sera, excusez-moi, madame, oui. ce sera le fruit, les feuilles, ce sera quoi? Qu'est-ce Alors, qu'on utilise exactement? quand vous avez, par exemple, la gastro, vous pouvez utiliser les jeunes feuilles, les bourgeons et également le jus de goyave. C'est très efficace. Je ne vous conseille pas d'utiliser la goyave sans la peau. C'est bien ça, monsieur Lambion? Parce que quand vous utilisez la goyave sans la peau, c'est horrible. Ça, enfin, voilà, ça fait l'effet inverse. Ça constipe, voilà. Donc, pour le ben goyave, par rapport au fruit en lui-même, je dirais qu'il apporterait de la douceur, mais par rapport à l'intérieur de la goyave, par rapport aux graines, je pense que c'est une question d'opulence. Tout ce qui est graines, c'est jupitérien, donc c'est lié à la fructification, donc à l'orge. Voilà. Mais je reverrai mes sources. Si la personne veut un ben goyave, qu'elle m'appelle et je ferai la consultation bien comme il faut. Si elle est inspirée par la goyave, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui parle en elle. Alors, il y a une question maintenant sur les huiles essentielles. Alors, quelqu'un qui dit que les huiles essentielles locales, oui. Les huiles essentielles locales sont de plus en plus vendues. Et elle demande, est-ce qu'il y a un organisme qui vérifie leur qualité? Alors, je ne sais pas, M. Longuillon, est-ce qu'il pourrait… si vous avez la réponse, vous avez de l'information dessus? Je n'ai pas l'information, donc je préfère ne pas me prononcer. Non, je n'ai pas l'information, sauf que la personne qui produit, en principe, ce genre d'huile est censée faire un traçage. Voilà, vérifier son produit et valider, en fait. Hein, c'est plutôt l'inverse. C'est celui qui produit qui doit faire reconnaître et vérifier par les organismes dédiés. Quoi. Comme certains vont pour les produits alimentaires vont à l'Institut Pasteur, mais pour les huiles aussi, normalement, on doit pouvoir faire vérifier de la même façon. Ça, c'est le principe de base. Oui. Et d'ailleurs, ça évite qu'il y ait des problèmes aussi parce que de vue qualitatif, hein, c'est mieux de suivre ce genre de procédure que de vendre des produits dont on ne peut pas effectivement, disons, exprimer ni la qualité, la provenance, la traçabilité. C'est mieux. Alors, pour revenir au bain simplement, de toute façon, tous les bains sont liés à des huiles essentielles hein, qui sont présents dans les parties des plantes utilisées. Et on sait bien que les huiles essentielles ont des effets divers, hein, variés sur nos sens. Tout à fait, oui. Et forcément, la liaison est toute faite. Après, il y avait des questions plus précises. Alors, j'ai une question, par exemple, quelle plante utiliser pour atténuer les douleurs musculaires, les sciatiques? Alors, vous pouvez utiliser le curcuma, le gingembre. En extérieur, vous pouvez utiliser les feuilles de noni qui vous fera du bien. Parce qu'à l'intérieur des feuilles de noni, vous avez quelque chose qui va pas endormir la douleur, mais qui va vous soulager. Lorsque vous prenez une feuille de noni et que vous la faites chauffer recto verso, que vous utilisez par exemple la chandelle, que vous placez, ben, ça vous donne vraiment un énorme soulagement. Si M. Longuillon veut rajouter quelque chose. Non. D'accord. Mais il y a plusieurs plantes. Bien, nous avons d'autres questions. Non, ça va, Monsieur Cocodo, peut-être que M. Cocodo aurait juste pour, il y a plusieurs personnes qui sont très intéressées par ce que vous présentez, madame. D'accord. Comment elles peuvent vous contacter? Alors, mon numéro de téléphone, je peux le laisser, hein, c'est mon numéro, il est un peu partout. Donc, c'est le 06 90 14 25 45. Je répète, 14 25 45. Je suis aussi sur Instagram, parce que les réseaux sociaux, c'est important. Donc, mon nom sur Instagram est, alors, je vais, Queen, comme reine, Queen, Kidzi de mon prénom, K-Y-T-Z-I-E. Alors, Eru, H-E-R-U, et K, K-A. Donc, Queen Kidzi Eruka, où je répète 06 90 14 25 45. Et vous avez le numéro du jardin également, qui est le 84 27 01. Donc, c'est un fixe. Donc, vous pouvez m'appeler et soit venir en visite ou soit avoir plus d'informations sur les bains et les massages que je propose. Voilà. Quelqu'un qui a un questionnement, une inquiétude, quel que soit l'âge, enfant, adulte. Alors,
attention, généralement, pour tout ce qui est bain d'enfants, s'il y a un souci, on dit qu'il faut baigner la mère ou les parents. Voilà. Donc, voilà, c'est particulier. Après, là, ça rentre dans des détails un peu plus poussés. Voilà. D'accord. Donc, on se rapproche de la fin de notre visioconférence. Oui. Je vais peut-être vous laisser un petit mot pour un petit mot de la fin pour chacun. Monsieur Lambion, un petit mot de la fin. Ben, merci. En tout cas, je tiens à remercier la MGEN de m'avoir reçu aujourd'hui. Je voudrais laisser une note positive dans le sens où généralement on pense qu'il est toujours trop tard pour bien faire, mais moi je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et que là il y a un réel réveil de la population et des jeunes en particulier. Donc là, ça serait bien que toutes les générations ensemble s'unissent pour un avenir meilleur pour les générations à venir et de ne pas oublier de se soigner et de se nourrir avec ce qui est à portée de main, comme le dit la médecine, l'Ayurveda ou même d'autres médecines venant du continent africain. Donc, de ne pas oublier tous les apports que nous pouvons avoir ici même sans forcément chercher ailleurs, parce que nous sommes riches. Voilà. Merci à tous. Merci de nous avoir invités. Et puis, je pense que ici, nous sommes dans le lieu rêvé pour pouvoir justement promouvoir l'éducation au service de la culture et au service de l'environnement. Et donc, l'environnement à notre service, justement au service également de la culture, c'est aussi préserver les plantes médicinales, préserver des savoirs, préserver des pratiques. Et je pense qu'en cette période particulière, ces réflexions deviennent de plus en plus, à mon avis, importantes pour pouvoir essayer dans cette société-là de structurer, de construire, pourquoi pas pour demain, notamment je pense aux générations à venir, il est important de conférer, d'apporter les connaissances nécessaires pour permettre aux générations futures de continuer à préserver la nature et à se préserver. Merci. Donc, nous allons passer la parole à la Colette d'abord. Oui. Les internautes vous remercient. C'est un peu difficile de transférer les questions qui sont un peu plus longues. Belle rencontre. En route vers une approche intégrative de la médecine conventionnelle et notre pharmacopée. Merci beaucoup et je pense qu'il y a une belle note d'espoir. Donc, continuez votre travail. Merci. Merci. Alain? La parole est à M. Kokodo pour la conclusion. Bien, comme on dit souvent, toute bonne chose a une fin. Très belle rencontre. C'est vrai que nous avons essayé à travers ce webinaire d'être pragmatique. Il ne s'agissait pas pour nous de se substituer aux médecins, loin de là, mais on a essayé quand même de répondre à l'ensemble des questions des personnes connectées. Merci pour M. Lambion. Connaître la pharmacopée, c'est connaître aussi les plantes, les vertus, mais aussi les toxicités. L'histoire effectivement de la pharmacopée caribéenne intimement liée à notre propre histoire. On doit se rappeler de l'autosuffisance en matière de médicaments. Alors, il paraît important pour nous de transmettre. Ça, c'était le rôle de nos parents. Une éducation orale. Alors, merci à Mme Sylvestre pour cette mémoire transmise. Et c'est vrai, au nom de la MGN, en tant que président et l'ensemble des élus de la section, on vous dit merci. La santé passe par la connaissance de son corps. Mais quelquefois, la vie trépidante que nous avons, que nous menons, nous allons plus rapide. Je suis fatigué. Oh, alors Corbin, guérons-en. Il faut apprendre à écouter son corps. Pour ne pas utiliser les plantes pourquoi, je me pose la question, pourquoi ne pas utiliser les plantes comme des alicaments?
apprenons à écouter. Et comme je le dis souvent, en premier, c'est que les médecins ont leur rôle à jouer aussi. À chaque fois que nous sommes malades, il y a aussi des médecins. Donc, voilà. En tout cas, merci, grand merci aux internautes, à tous ceux qui ont pu participer, tous ceux qui ont pu poser des questions et ils ont trouvé des réponses à leurs questions. Merci à Delta 7 pour la réalisation technique, pour ce professionnalisme. À vous participants, la commission permanente, Madame Célia Paulin pour le rôle de médiateur, Rosemée L'Union qui est au fond que je ne vois pas, et la directrice de la MGN, Karine Pallas. Merci. Je ne peux oublier Madame Tico, vice-déléguée présidente, qui a pu mener à bien cette mission d'animer les débats. Et bien sûr, sans vous, Monsieur Lombion et Madame Sylvestre, on n'aurait pas eu cette belle rencontre. En tout cas, je vous dis merci et à la prochaine.